Coucou, 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 j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ASMR Crime. Nous allons aborder une affaire dont vous avez sans doute déjà entendu parler, l'histoire des frères Jourdain, plus précisément Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain. Je vais vous raconter comment ces deux hommes, à la carrure de bûcheron ou à la carrure d'ogre, vont un soir kidnapper 4 jeunes filles entre 17 et 20 ans et leur faire vivre un véritable enfer. Elles s'appelaient Becky, Amélie, Isabelle et Audrey. Tout commence le mardi 11 février 1997 dans une petite ville nommée Le Portel, au sud de Boulogne-sur-Mer. Ce soir-là était un jour de fête à l'occasion du carnaval annuel, et toute la journée, Becky et Amélie ont séché les cours pour finaliser leur costume pour le bal. Becky était une marquise et Amélie était un Pierrot. Lorsque l'heure est arrivée de quitter le domicile pour rejoindre la fête, ces deux jeunes filles sont insouciantes et très heureuses d'aller s'amuser. Elles seront rejointes par deux amies, Isabelle, une belle indienne, et sa petite sœur Audrey, un mousquetaire rouge. Avant de partir, leur mère leur dira de bien rester à 4 et de ne pas s'isoler en leur donnant 50 francs chacune. Il est à présent 22 heures et la soirée débute toujours par la tournée des bars. Par la suite, nos 4 amies décident de se rendre dans un village voisin, Équien. Elles avaient envie de danser, de s'amuser. Et après une longue nuit de fête, il est à présent 7 heures du matin et nos 4 amies ont rendez-vous avec leur mère sur la place pour prendre un petit déjeuner. Celle-ci viendra avec des croissants bien chauds, mais le temps passe et aucune nouvelle des filles. Ce qui devait être un simple retard se transformera en véritable inquiétude. Les proches des 4 filles vont donc faire des recherches, téléphoner à droite, à gauche, mais personne n'a eu de nouvelles. Le temps passe et la nuit commence à tomber. Elles sont donc introuvables depuis bientôt 24 heures. Alors leur famille décide de signaler leur disparition au commissariat de Boulogne-sur-Mer. Disparition qui ne sera pas prise au sérieux. Pour les enquêteurs, dans un premier temps, c'est une fugue, rien de grave. Aujourd'hui, nos services de police ont bien changé et heureusement, mais à l'époque, une disparition était rarement prise au sérieux. Les policiers ont l'hypothèse d'une fête qui se serait terminée un peu tard dans une ville voisine. Rien d'alarmant. Mais sous la pression des familles, les policiers vont tout de même envoyer leur signalement aux différents commissariats de la région au cas où, mais en inscrivant uniquement la mention fugue. Je vous fais la traduction, dossier non prioritaire. Les proches des 4 filles, eux, ne croient pas à la fugue, n'ayant emporté aucune affaire et étant déguisées pour le carnaval, ça ne tient pas. De plus, elles seront décrites comme très heureuses et très proches de leur famille, donc aucune raison de partir. Le jeudi 13 février, soit 2 jours après la disparition des jeunes filles, leurs familles et leurs amis comprennent que la police n'est pas très inquiet et décident donc de faire leurs propres recherches, notamment en explorant tous les recoins de la région, en interrogeant les commerces, les passants, et malgré les recherches intensives, aucun résultat. La seule chose qu'ils réussiront à trouver, c'est une photo qu'un passant leur donnera où l'on voit l'une des 4 filles au carnaval du Portel. Mais en revanche, au bal de Équien, personne ne les a vues, aucun signe de vie. La conclusion est donc qu'elles auraient eu un problème lors de leur transport vers Équien. De plus en plus inquiets, les familles placardent des avis de recherche un peu partout, 30 km à la ronde, en espérant avoir des nouvelles très vite, et se rendent tous les jours au commissariat, mais obtiennent la même réponse, pas de nouvelles. Enfin, le vendredi, 3 jours après la disparition, le téléphone de la famille sonne. C'est un jeune homme du Portel qui souhaite rester anonyme, mais donne une piste en parlant d'une camionnette blanche avec des bandes vertes sur le côté, immatriculée 59. Il raconte que le soir du carnaval, il était assis sur un banc avec sa petite amie et qu'il aurait senti que quelqu'un les observait. Ils ont eu peur et sont donc partis. Mais 2 hommes ont commencé à les suivre. En accélérant le pas, ils ont réussi à gagner un café voisin pour se mettre à l'abri et ont vu la camionnette passer devant eux avec 2 hommes à l'intérieur, les mêmes que ceux qui les ont suivis. Ce témoignage est à la fois intéressant et en même temps inquiétant. Les familles vont donc avertir les policiers ainsi que la presse locale dans l'espoir que la Voix du Nord publie leur avis de recherche. Un article paraît le lendemain, le 16 février, avec la photo de ces 4 jeunes filles et la description de la camionnette blanche avec des bandes vertes. Et la surprise, c'est que beaucoup de gens commencent à téléphoner à la police pour signaler avoir vu cette camionnette rôder toute la soirée du carnaval.
Les enquêteurs vont donc tenter de vérifier ces informations, mais ne trouveront rien d'inquiétant. La seule présence d'un fourgon qui passait par là n'est pas forcément déterminante. De plus, les policiers ne parviennent pas à trouver à qui appartient cette camionnette. Le temps passe et toujours aucune nouvelle des filles. Cette affaire va commencer à intéresser la presse nationale. Et c'est à ce moment-là que les visages des disparus vont être diffusés partout dans le pays. Ce qui va permettre d'obtenir une multitude de témoignages qui parfois ne seront pas forcément intelligents. Par exemple, 6 jours après la disparition, un jeune homme se présente au commissariat de Boulogne-sur-Mer attestant avoir vu l'une des 4 filles le mercredi, soit le lendemain de leur disparition. Il est formel, c'était bien elle, il l'a reconnue, ce qui laisse penser qu'elle serait donc toujours vivante. Et pour les policiers, ce témoignage devient la piste prioritaire. La piste de la fugue est relancée. Le procureur est plutôt confiant, on va les retrouver, dit-il, et confie cette affaire au SRPJ de Lille qui s'installe au commissariat de Boulogne-sur-Mer. Leur première action a été de rendre visite aux familles des disparus. Dès 7 heures du matin, les voici au domicile des 4 filles, fouillant les chambres, récupérant des affaires personnelles et quelques vêtements pour les chiens. Pour la première fois, les enquêteurs ont vraiment pris cette affaire au sérieux. En parallèle, beaucoup de témoignages arrivent au central et beaucoup confirment la piste de la fugue. On les aurait formellement reconnus à différents endroits en donnant des précisions troublantes. Le procureur décide donc d'informer la presse de ces témoignages en disant que malheur ne leur est pas arrivé et qu'on va les retrouver. Mais les familles, elles, ne croient pas une seule seconde et restent persuadées que la fugue n'est pas possible. Les enquêteurs vont donc commencer à vérifier en détail ces témoignages et tomberont sur un détail qui ne colle pas. Par exemple, le 18 février, on aurait aperçu les 4 filles à Lens, mais aussi à Toulon, à Strasbourg et enfin à Saint-Tropez. Ils comprennent donc que les témoignages n'ont aucune valeur et viennent de perdre un temps précieux. 3 jours plus tard, les choses vont enfin bouger. Les familles reçoivent une nouvelle fois un appel anonyme, mais cette fois-ci, c'est une jeune femme qui raconte que la camionnette appartient au frère Jourdain. Elle les décrit comme des gens peu recommandables qui ont déjà été condamnés pour meurtre et viol. Je vous laisse imaginer la tête des familles en apprenant ça. Et cette femme donnera également une adresse, rue du Stade à Dannes. C'est un petit village à 20 km au sud du bordel. Les amis des 4 jeunes filles vont s'y rendre immédiatement et trouvent rapidement la maison des Jourdains qui est plutôt une sorte de cabanon au milieu d'une décharge. Et en interrogeant les habitants du village, les inquiétudes vont grandir. Ils apprendront que Jean-Michel, qui a 35 ans, a été condamné à 15 ans de prison pour meurtre et son frère Jean-Louis a pris 10 ans pour viol. Alors, imaginant que peut-être les jeunes filles seraient prisonnières avec ces hommes, les amis vont appeler le commissariat de Boulogne-sur-Mer. Les policiers vont se rendre sur place pour faire une reconnaissance, mais vont immédiatement repartir. Selon eux, aucun élément ne permettait de mettre en cause la famille Jourdain. De plus, étant à une heure avancée de la nuit, les enquêteurs n'ont pas le droit juridique d'intervenir. La piste d'Anne est donc fermée, du moins pour l'instant. Le lendemain, le 18 février, les enquêteurs reçoivent un coup de fil d'une gendarmerie locale signalant qu'une camionnette blanche avec des bandes vertes, immatriculée 59, a été aperçue dans le coin. Les policiers parviennent à retrouver l'ancien propriétaire de la fourgonnette qui déclare l'avoir vendue à Jean-Michel Jourdain récemment. Les enquêteurs tapent ce nom dans leur fichier et découvrent le palmarès de cet individu au casier chargé, ce qui les rend très inquiets sur l'issue de cette disparition. Il était temps. Je vous ai parlé assez brièvement des frères Jourdain, mais voyons ensemble quelques informations pour bien comprendre les personnages. On commence avec Jean-Louis. Il est né en 1959. Il est célibataire et il commencera sa carrière en 1986 avec un attentat à la pudeur avec violence. Il prendra 8 mois ferme. Ensuite, 1987, un autre attentat à la pudeur avec violence. Cette fois-ci, il prendra 1 an ferme. Et enfin, 1989, il sera condamné à 10 ans de prison pour viol. Jean-Michel, quant à lui, est né en 1962. Il est marié et a eu 3 enfants, dont une petite fille qui est morte à l'âge de 4 mois d'une méningite. Des 2 hommes, ce sera lui le plus violent. Il commencera sa carrière en 1980 lorsque la cour d'assises des mineurs le condamne à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis pour attentat à la pudeur, pour des faits commis en 1978 quand il avait à peine 16 ans et sa victime 13. Par la
Ensuite, en 1986, il prendra 3 mois avec sursis pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une carabine sur la personne de son propre père. Et pour finir, en 1989, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saint-Omer pour le meurtre d'une jeune fille de 19 ans qu'il a étranglée à une seule main. Le jeudi 20 février 1997, 9 jours après la disparition des 4 jeunes filles, et en apprenant ces informations, les enquêteurs prennent la décision d'interpeller toute la famille Jourdain. Les policiers qui sont entrés à l'intérieur de leur domicile diront avoir constaté une porcherie inimaginable, notamment avec des excréments au sol et sur les murs, une quantité de vêtements impressionnante étalée partout dans le domicile, des morceaux de ferraille, des morceaux de bois, des restes de nourriture en décomposition, une puanteur affreuse. C'est en réalité un petit baraquement de 3 pièces sans salle de bain ni toilette, et on apprendra qu'il vivait à l'intérieur à 9 personnes, dont 5 enfants de moins de 12 ans. Quant à l'extérieur, c'est simplement une décharge à métaux. On y compte 150 tonnes de métaux en tout genre tout autour du baraquement. Quand les policiers ont débarqué, personne dans le petit village de Dan n'a été surpris. Tout le monde avait une peur bleue des frères Jourdain, qui étaient décrits comme un clan replié sur eux-mêmes, faisant leur propre loi, mais étant également incultes et illettrés. Quant à leurs parents, leur père était un alcoolique et leur mère incestueuse. Dans cette famille, la seule loi qui s'appliquait était celle de la violence permanente, mais tous dans le village se mettaient d'accord sur le fait que Jean-Michel était le chef, le meneur et sans aucun doute le plus violent. Jean-Louis, quant à lui, était le plus vicieux, un homme incapable de résister à ses pulsions, notamment sexuelles. D'ailleurs, quand il parlera de femmes avec les enquêteurs, il en parlera comme des objets que l'on prend, et si elles refusent, on est un peu plus pressant, et dont on se débarrasse une fois servi. Le jeudi 20 février 1997 marque le début de la garde à vue des frères Jourdain. Ils sont bien sûr interrogés séparément et réagissent différemment. Jean-Michel est impénétrable, imperturbable, un vrai bloc de pierre qui ne craque pas et attend calmement les prochaines questions. Jean-Louis, quant à lui, reste sur la défensive, en étant très tendu et nerveux, ne parlant que très peu et ne semblant pas comprendre les questions que le policier lui pose. Les 2 frères, dès le début, vont totalement nier être allés au carnaval. D'ailleurs, diront n'être jamais allés dans la ville du bordel, ce à quoi les policiers ne croient pas du tout. Pour la bonne raison d'une part, que toute la famille va réciter une histoire qu'ils ont manifestement appris par cœur, mais également car la camionnette de Jean-Michel a été repeinte à la va-vite pour tenter d'effacer les bandes vertes sur le côté. Il est clair qu'ils tentent de cacher quelque chose. Les policiers, sous pression et ayant toujours l'espoir de retrouver les gamines vivantes, étaient angoissés à l'idée de peut-être passer à côté de la solution. Mais pour l'instant, il manque de preuves, car les fouilles réalisées à leur domicile n'ont rien donné, et c'est à ce moment-là, quand tout semblait perdu, qu'un couple se présente à la PJ pour prendre des nouvelles d'un témoignage qu'ils avaient déposé quelques jours auparavant sans que personne n'en tienne compte. Et ce témoignage, c'était tout simplement que ce couple a vu cette camionnette, et a surtout vu les occupants, qu'ils ont trouvé très louches. Il explique que le soir du carnaval, ils étaient sur la place au Portel dans leur voiture, quand tout à coup une camionnette blanche à bande verte immatriculée 59 s'est garée juste derrière eux. 2 hommes en sont sortis, un grand moustachu et un autre petit et trapu. Ces 2 hommes se sont donc mêlés à la foule et avaient l'air d'attendre quelque chose. Leur comportement n'était vraiment pas normal. Alors le couple prenne la décision de suivre ces 2 hommes discrètement, et ils remarqueront que cette camionnette fera des allers-retours entre le Portel et Équien en prenant plusieurs fois en stop des jeunes fêtards. Au bout de 2 heures de filature, le couple décide de laisser tomber, et sur la route du retour, croiseront un groupe de 4 jeunes filles, dont une habillée en mousquetaire rouge. Vous avez bien compris ce que ça veut dire. Alors les enquêteurs vont présenter les frères Jourdain au couple pour voir s'ils peuvent éventuellement les reconnaître. Et ils sont formels, ce sont bien eux. Jean-Michel conduisait et Jean-Louis était avec lui. Voilà une preuve irréfutable que les 2 frères mentent en disant n'être jamais allés au carnaval. Ils y sont bien allés, et un autre témoignage prouvera qu'ils ont passé la nuit dehors. Ils ont été vus rentrant chez eux à 7 heures du matin. Le lendemain matin, les enquêteurs reprennent leur interrogatoire. Ils n'ont plus que 24 heures pour faire craquer les 2 frères. Sans ça, ils seront relâchés. Et très vite, les policiers abandonnent avec Jean-Michel, qui reste comme un bloc, et se concentrent dorénavant sur Jean-Louis, le plus faible des 2.
et la stratégie adoptée est de ne pas brusquer Jean-Louis, d'y aller en douceur, en parlant le patois local et en le tutoyant afin de gagner sa confiance. Le policier en charge de cet interrogatoire va placer les photos des 4 jeunes filles sur son bureau, et Jean-Louis, sans prononcer un seul mot, ne va pas les quitter des yeux. Et à ce moment, le policier va tenter un coup de bluff, sachant que Jean-Louis, il y a quelques années, a perdu sa petite sœur qui comptait beaucoup pour lui. L'enquêteur va jouer sur les sentiments et lui dire « Imagine la douleur des mamans, c'est sans doute la même que celle que tu as eue pour ta sœur quand elle est montée au ciel. » Et il ajoute « Il faut vraiment que tu m'aides, moi tout ce que je veux, c'est qu'on les retrouve pour qu'elles puissent aller au ciel tranquillement avec ta sœur. » Et c'est à ce moment que Jean-Louis va craquer et va dire « On ne peut plus rien faire pour elles, elles sont sur la plage à Sainte-Cécile » et fera un croquis de l'endroit où se trouvent les corps. Les policiers l'emmènent immédiatement sur la plage et Jean-Louis les conduit tout en haut d'une dune dans un coin reculé, difficile d'accès. Les pompiers se mettent à creuser et à 70 cm de profondeur est apparu un morceau de tissu rouge. L'émotion s'est fait ressentir. Jean-Louis, quant à lui, était totalement détaché de la scène et indifférent. On finira par retrouver les 4 corps entassés les uns sur les autres dans une fosse d'1,20 m de profondeur. Et la presse, qui avait été tenue à l'écart, voit tout à coup arriver des corbillards. L'annonce de la découverte sera immédiatement publiée, si vite que les familles des victimes apprendront la mort de leur petite fille à la radio. Le métier de journaliste est parfois le pire au monde. Des autopsies seront bien entendu réalisées et on apprendra qu'Isabelle a été la première à être jetée dans la fosse. Dans son cas, il n'y a aucune trace de violence sexuelle, mais elle a été énormément battue, comme si elle avait tenté de se défendre. Elle sera finalement étranglée. Ensuite est venu le tour de Peggy. Les experts constateront du sable dans l'œsophage et l'estomac, ce qui veut dire qu'elle a été enterrée vivante. Par la suite, nous avons Amélie et Audrey. Elles ont été tabassées, puis violées avant d'être étranglées. Elles présentent toutes deux des traces de violence sexuelle et anale. Ce qui ressort de tout ça dans le rapport, c'est qu'il est absolument impossible qu'un seul individu ait pu commettre autant de lésions sur 4 femmes. Donc ils étaient au moins 2. Le lendemain de la découverte des corps, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain sont mis en examen pour séquestration suivie de mort et viol. La foule, quant à elle, est sous le choc et réclame la peine de mort en descendant spontanément dans les rues. Des marches communes seront réalisées en soutien aux victimes pendant plusieurs semaines. La colère de la population augmente de jour en jour, notamment en apprenant que les frères avaient déjà été condamnés pour des faits similaires. Alors, le reste de la famille Jourdain sera évacué et logé dans un endroit tenu secret pour leur sécurité afin d'éviter tout débordement. Et à juste cause, car quelque temps plus tard, un incendie criminel a eu lieu au domicile des Jourdain, sans victime heureusement. À la fin de la garde à vue, les Jourdain ont donné chacun leur version de l'histoire, mais en s'accusant mutuellement, en mode « c'est pas moi, c'est lui ». Selon les enquêteurs, la version de Jean-Michel n'est pas du tout crédible. Dans un premier temps, il va reconnaître être allé avec son frère au bordel le soir du carnaval, et avoue même avoir transporté des groupes de fêtards jusqu'à Équien. Il dira plus tard que vers 1h du matin, les 2 hommes ont remarqué 4 filles au bord de la route qu'ils ont pris en stop. Son frère serait resté avec elles à l'arrière de la camionnette en discutant calmement de tout et de rien. Lui, pendant ce temps, aurait pris la direction de la plage et une fois arrivé, tout le monde descend et se dirige naturellement vers un blocos, sans résistance. Ce qui, dans un premier temps, est totalement impossible, puisque le trajet vers Équien devait durer à peine quelques minutes, et la plage se trouve à plus de 20 km. Donc à ce moment-là, elles savent qu'elles sont en train de subir un enlèvement, et n'auraient donc pas suivi aussi calmement les 2 hommes. La suite du récit ne tient pas non plus. Ils seraient restés tous les 6 dans le blocos à discuter. Puis, Jean-Michel se serait absenté pour fumer une cigarette à bord de son véhicule pendant à peu près 1 heure, laissant Jean-Louis seul avec les 4 filles. Jean-Michel serait ensuite revenu au blocos, aurait croisé Jean-Louis sans les filles et aurait découvert les corps inanimés. Après avoir engueulé son frère, il décide de chercher une pelle et reconnaît avoir aidé à enterrer les 4 filles sur la dune avant de rentrer chez eux au petit matin. Pour les enquêteurs, la version de Jean-Louis est beaucoup plus crédible. Celui-ci reconnaît avoir été au carnaval et affirme avoir pris en stop les 4 filles, mais lui précise qu'elles étaient paniquées et ont essayé de s'enfuir en se rendant compte que la camionnette prenait la mauvaise direction.
Une fois arrivés sur la plage, Jean-Louis dira qu'ils ont emmené de force leur victime vers le blocos et que lui va garder les filles sous surveillance pendant que Jean-Michel va faire des allers-retours entre le blocos et la dune en emmenant les filles une par une et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Cette fois-ci, Jean-Louis les accompagnera sur la dune et découvrira le corps des 3 filles allongées sur le sol dans un sale état. Il raconte qu'ils auraient pratiqué des attouchements sur la dernière avant que Jean-Michel ne l'étrangle devant lui. Ce sera la seule agression qu'il avoue, tout le reste, c'est son frère. Ils auraient ensuite ensemble enterré les corps et seraient rentrés chez eux au petit matin. Mais une fois encore, ça ne colle pas. Comment imaginer que ces 4 jeunes filles auraient attendu calmement leur tour dans le blocos? C'est impensable. Pourtant, cette version a l'air de bien correspondre avec les résultats d'autopsie. Mais que cache encore Jean-Louis? L'enquête va donc se poursuivre pour tenter d'en apprendre plus. Et 8 mois après la disparition des 4 jeunes filles, Jean-Michel va totalement changer de version devant la juge d'instruction. Il reconnaît toujours être allé au bordel et avoir transporté toute la nuit des jeunes fêtards, mais dira ne pas se souvenir des 4 jeunes filles, ne pas les avoir pris en stop et encore moins les avoir emmenées sur la plage. Bref, il nie totalement les faits. Maintenant, je vais vous donner une version bien plus proche de la réalité, celle des enquêteurs. Jean-Michel et Jean-Louis auraient effectivement pris en stop les 4 filles. Jean-Louis serait monté à l'arrière et aurait immédiatement agressé ses victimes. Il les aurait tabassées, étranglées, et il est fort probable que 3 viols ont eu lieu à bord de cette fourgonnette. Une fois arrivés sur la plage, 3 d'entre elles étaient déjà mortes. Ils vont donc transporter tout ce petit monde en haut de la dune et se débarrasser des corps pour ensuite effectivement rentrer chez eux vers 7 heures du matin. Bien que ceci soit une hypothèse, vous pouvez considérer qu'on est vraiment à 2 doigts de la vérité. Tout s'est passé dans la camionnette. 16 octobre 2000, 3 ans et demi après les faits, le procès des Jourdain s'ouvre à Saint-Omer. Beaucoup de gens ont fait le déplacement pour voir à quoi ressemblent les frères Jourdain et seront choqués de voir la carrure impressionnante des 2 hommes. Le procès est prévu pour 15 jours et les Jourdain risquent une peine de réclusion à perpétuité. Tout le monde attend avec impatience la vérité, mais dès le premier jour, Jean-Michel refuse de s'exprimer et ne participe pas de manière active à son procès. Il est comme spectateur, mais avec une forme d'indifférence à ce qu'on lui reproche. Jean-Louis, quant à lui, accepte de répondre aux questions et fait de son mieux pour s'exprimer, mais le problème, c'est que personne n'arrive à le comprendre. Sa manière de parler est très spéciale avec un fort accent, à tel point qu'il sera obligé de répéter ses phrases sans cesse. L'avocat général, quant à lui, tentera de démontrer pendant 15 jours que ces crimes étaient prémédités, notamment avec l'achat récent de cette camionnette destinée à assouvir leurs pulsions meurtrières et sexuelles. Le soir du carnaval, les 2 hommes sont donc partis en chasse et ont cherché pendant des heures là où les proies parfaites, c'est-à-dire sans aucun garçon. Tous les groupes avec des garçons ont été déposés sans aucun mal, mais ces 4 filles, étant seules et vulnérables, étaient parfaites. Voyant l'indifférence et l'obstination des accusés, le président de la cour d'assises ordonne un déplacement sur les lieux afin de comprendre le déroulé des événements. Et le résultat est sans appel. Il est impossible que les jeunes femmes soient venues sur la plage vivantes. Le terrain est très difficile d'accès, même pour des professionnels. Leur version ne colle plus du tout. De retour au palais de justice, l'avocat général va mettre sous pression les 2 frères en parlant notamment de 2 canettes de bière qu'ils ont retrouvées à proximité des lieux de la découverte des corps. Il demandera: les 2 bières qu'on a retrouvées, c'était pour vous récompenser après l'effort. Vous avez bu une bière bien fraîche? Et Jean-Michel répondra: elles étaient tièdes. Le silence s'est fait ressentir et à ce moment-là, tout le monde a compris qu'on ne pourra rien tirer de ces 2 hommes. On ne peut donc que supposer. Alors que s'est-il passé ce soir-là? Eux seuls le savent et ne donneront jamais d'aveu crédible. À la fin du procès et après 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, soit le maximum pour Jean-Michel. Il n'aura aucune émotion à cette annonce. Jean-Louis, quant à lui, écope également de la perpétuité, mais cette fois avec une période de sûreté de 20 ans. Une sorte de remerciement pour avoir donné des informations. Les 2 frères feront appel et en mars 2002, après 10 jours de procès et à peine 3 heures de délibéré, les jurés confirment les peines à perpétuité, mais aucun aveu n'a été prononcé encore aujourd'hui. De notre côté, nous n'oublierons jamais Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey. Puissent-elles reposer en paix. Et
voilà, j'espère que cette affaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle affaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Et à bientôt.